plein de gens qui ont travaillé bien avant moi sur ce sujet-là et qui sont immensément connus en fait et qui ont collaboré de manière majeure et au sein duquel, dans leurs ouvrages, j'ai puisé pour nourrir ma pensée. Mais je me disais, pour le Cap-Vert, il y a quelque chose de différent. On est aux portes de l'Afrique. L'Afrique est à 400-500 km, à 2 jours, 3 jours de cabotage de bateaux. On n'est pas à la fameuse traversée, le trauma de la cale de bateaux, ces esclaves dans les cales qui pendant X semaines, voire un mois ou deux, traversent et se retrouvent dans les Caraïbes. C'est pas ça. Le Cap-Vert, c'était des allers-retours sans cesse entre l'Afrique et les îles. Il y a une proximité, il y a une histoire commune en fait. Et donc cette créolisation capverdienne me semblait un peu différente de celle que j'avais entendue, lue par mes collègues, aussi bien dans les Caraïbes que dans l'océan Indien. Et je me suis dit, pourquoi pas remettre sur le tapis, en fait, oser se dire, mais oui, mais comment ces théories créoles peuvent être interrogées à partir de l'expérience que j'ai de cette société capverdienne. Et par chance pour moi, dans le milieu anglophone et francophone, il faut parler le créole portugais, et donc il y en a moins. Et donc je me suis retrouvé avec un champ qui était un peu plus libre pour pouvoir aborder cette question que je me suis dit. Alors pourquoi l'invention ? C'est la sous-question, parce que les îles étaient inconnues en fait, inconnues, ou alors elles n'étaient pas habitées au XVe siècle. En tout cas, il n'y avait pas de traces, même les archéologues témoignent de cela. Et donc les îles ont été découvertes par les... Disons que l'histoire retient que ce sont des bateaux portugais qui ont accosté là-bas, et qui fait que progressivement une population y a résidé sous l'impulsion des rois du Portugal. Et donc ces îles se sont construites progressivement avec des groupes d'horizons différents, mais il n'y avait personne avant. Donc c'est parti de zéro. Il n'y avait pas de population autochtone qu'il a fallu réduire ou en tout cas pousser plus loin pour créer des plantations. Non, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé la créolisation au Cap-Vert. La langue créole, le métissage, ces 3 grands domaines arrivent au même moment au Cap-Vert. Et il n'y avait rien avant. Donc c'était vraiment une invention ex nihilo, en fait, de zéro. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot-là. L'invention du Cap-Vert, c'est comment de rien une société s'est créée. Et là, on avait quand même un univers absolument incroyable, vu que ces îles étaient désertes, en fait. Littéralement, enfin désertes d'humains, apparemment, avant l'arrivée de ces matelots. Enfin, c'était des marins au long cours, hein, portugais. Bon, il y a différents auteurs, hein, et donc on est là dans un débat théorique, hein, donc je n'ai pas, je veux dire, c'est mon point de vue à moi, mais d'autres auteurs auront des points de vue différents. J'ai utilisé le mot créolisation dans le contexte de l'histoire du Cap-Vert. Et j'ai pas utilisé le mot créolisation comme une ouverture de l'esprit aux sociétés contemporaines, on pourrait dire traversées par de multiples influences aujourd'hui, et donc une créolisation vers une espérance d'un monde pluriel. Ça, c'est une autre forme de pensée, intéressante aussi, et qui mérite d'être discutée. On pourrait dire d'une sorte de prospective positive, ouverte à un monde transnationalisé, fait de multiples influences. Non, moi je suis resté dans l'histoire de la rencontre, je dirais inégale au départ. On avait donc des gens qui se sont retrouvés ensemble sur un territoire extrêmement exigu. Les îles capverdiennes sont toutes petites et très isolées, très éloignées les unes des autres. Donc quand tu débarques sur une île, si tu n'as pas de bateau qui peut prendre la haute mer, tu y restes tout le reste de ta vie. J'ai encore rencontré moi-même au Cap-Vert de multiples personnes qui n'avaient absolument jamais quitté leur caillou. C'est des îles qui font parfois, certaines font 10-15 km de côté. Donc il y en a des plus grandes. La plus grande, elle fait 70 km de long, mais ça donne une idée, quoi. Et donc c'était la créolisation pour moi a été... Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait société ? Comment on vit ensemble en venant d'horizons extrêmement différents et qu'on se retrouve coincé dans un univers extrêmement singulier, rond finalement, ce sont les îles avec la mer autour, et ces gens venant d'horizons très différents, c'est-à-dire il y avait la majorité, 70%, 80% sont des esclaves qui viennent de multiples sociétés africaines. Puis il y avait ces commerçants, les lançades, ou des intermédiaires entre les îles et les comptoirs de traite. Et puis après, il y avait ces maîtres, ces aristocrates, ou venant de différents horizons,
colons, agriculteurs d'origine portugaise. Et comment ces trois mondes, dans lesquels les uns et les autres vont s'attribuer des statuts complètement différents, l'esclave où on nie toute humanité, vont se retrouver à vivre ensemble. Et la créolisation, c'est progressivement, de manière complètement inédite, impossible de la planifier, comment finalement, progressivement, une société, et pour faire société, comment un système de pensée et un imaginaire va tout doucement, je dirais, percoler d'un esprit à l'autre, va tout doucement faire sens pour l'un et pour l'autre. C'est ça la créolisation, c'est comment progressivement chacun va être influencé par l'autre et avoir un système de pensée multiple. C'est un peu ça et c'est inédit la créolisation. On ne peut pas s'imaginer la détailler a priori. C'est a posteriori qu'on s'est dit, ah oui, il y a tout ça qui s'est passé, et on peut a posteriori revenir en arrière et peut-être détailler les étapes. C'est ce que j'ai essayé de faire modestement. Mais la créolisation est une rencontre inédite. Il se passe des choses au hasard, des rencontres de ces gens de statuts très différents, en quelques mois. Ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est d'inverser, en fait, je dirais, une pensée relativement classique. L'idée était d'accorder la même place à l'ensemble des composantes de la société, sachant que les esclaves, venant de sociétés complètement différentes du continent africain, sont largement majoritaires, ou étaient largement majoritaires. Je ne voyais pas pourquoi il ne fallait pas démarrer par eux. Le problème qu'il y avait, c'est qu'on a peu d'archives, voire pas d'archives du tout. Ils étaient dans l'oralité, ils n'avaient pas de chroniqueurs avec eux, et donc on n'a pas archivé. Que pensaient-ils? Ces gens qui ont été déracinés, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? On n'en sait pas grand-chose. Et alors, ce que j'ai voulu faire, c'est, ayant une bonne connaissance de l'Afrique de l'Ouest, j'y avais vécu, fait ma thèse de doctorat, enseigné en fait les civilisations d'Afrique de l'Ouest, je me suis dit, par rapport à d'autres chercheurs qui sont spécialisés, par exemple, sur les sociétés insulaires, voire sur le Cap-Vert, j'avais cette grande chance d'avoir travaillé dans les zones d'origine, je dirais, d'où viennent historiquement les esclaves. Et donc j'ai repris en fait des possibilités de travaux ethnographiques originairement de ces sociétés, d'où venaient les esclaves, pardon, pour essayer de me dire, ils devaient avoir ça dans la tête. Quand ils ont débarqué au Cap-Vert, sans doute ils devaient avoir, certes ces sociétés se sont transformées, je parle de sociétés coutumières, hein, des sociétés classiques, je me disais, c'est sans doute ce genre de matrice de pensée qu'ils avaient en partie en tête en débarquant au Cap-Vert. Alors attention, l'esclavage, donc j'explique dans le bouquin ce qu'étaient ces grandes civilisations africaines lorsque ont débarqué les premiers juifs commerçants convertis chrétiens de peu de longueur, en fait, pour éviter l'inquisition, ont débarqué sur les côtes africaines, ils ont commencé à faire du commerce. Mais il y avait déjà un autre esclavage qui existait depuis longtemps, et par ailleurs il y avait de grandes civilisations qui traversaient toute l'Afrique, à cette époque-là, d'immenses civilisations. Et donc tous ces gens qui vont débarquer, ce qu'on appelle les commerçants, qu'on appelle les lançados en portugais, ces intermédiaires, ces courtiers entre les marins portugais et puis d'autres, mais c'est surtout des Portugais espagnols au départ, après des Italiens, étaient sous la coupe en fait des grands seigneurs ou rois africains. Et ces esclaves sont des esclaves plutôt qui sont des esclaves raptés de ces multiples sociétés qui sont acheminés vers les quelques premiers comptoirs de traite. Plutôt le Sénégal actuel et plutôt la Guinée-Bissau. C'est à partir de là que la traite va commencer. Il y avait peut-être une vingtaine de comptoirs à peu près qui vont démarrer, puis 30, 40, etc. Et ce qui va se passer, c'est que progressivement, on peut dire,
en raison, on pourrait dire, des marins, des bateaux, le Cap-Vert va être découvert et le Cap-Vert va être un lieu, on pourrait dire, de stockage des esclaves au départ. Donc c'est le lieu d'arrivée. Il ne faut pas s'imaginer que les bateaux traversaient à l'époque directement vers le continent américain, ça venait juste d'être découvert, c'était des cheminements très longs. Non, ils arrivaient là-bas. Ils arrivaient et ils s'étaient installés au Cap-Vert. Et assez rapidement, le roi du Portugal, pour pouvoir s'approprier les îles du Cap-Vert, extraordinairement bien situées, elles étaient situées de manière idéale pour faire du commerce avec l'Afrique et commercer avec le Brésil qu'il venait de découvrir. Comment pouvoir peupler tout ça? Le Cap-Vert était splendidement situé pour faire relâche et pour se protéger aussi, je dirais, des rois africains qui venaient les rapter, etc. Tandis que là, ils étaient protégés aussi de la piraterie et des corsaires dans ces îles. Et donc, les rois du Portugal, pour pouvoir, comment on appelle ça, amener de la population dans les îles, vont décréter un truc extraordinaire. Pour faire du commerce avec l'Afrique, vous produisez vous-même vos denrées au Cap-Vert. Et donc, les commerçants, les armateurs ont dû produire du coton, de la viande boucanée, comment on appelle ça, ils ont dû tisser en fait des pagnes, ils ont dû produire de l'alcool de canne, etc., qu'ils allaient échanger dans les comptoirs de traite en Afrique, sur le continent africain. Et c'est comme ça que progressivement, des plantations, il a fallu des esclaves sur place, progressivement. Et c'est assez vite, en l'espace de 50 ans, que les premières plantations vont émerger pour pouvoir produire et pour pouvoir échanger. Et donc progressivement, à la fois les marins, les intermédiaires, l'Ansadouche, qui sont plutôt des métis, blancs, noirs ou métis, peu importe la couleur, ils étaient blancs s'ils faisaient du business. Ils s'appelaient blancs parce qu'ils faisaient du business. Et les Africains esclaves étaient appelés des nègres, en fait, pour pouvoir les distinguer au niveau des statuts libres ou pas libres. Et puis, il y avait une minorité de blancs venant du Portugal. Et c'est dans cet environnement que s'est créé très vite la langue créole, le métissage et la culture créole. Assez vite, les îles sont toutes petites. Les plantations, on n'est pas au Brésil, hein. Les plantations, c'est 20 hectares, irrigués, pas irrigués, c'est tout petit en fait. Il faut s'imaginer ce que c'est l'île de Fogo et l'île de Santiago, les deux lieux où la société esclavagiste va émerger. La société esclavagiste démarre moitié du 15e et s'écroule très vite. Et il faut s'imaginer qu'au moment où quelque part les Français s'installent dans les Caraïbes, la société esclavagiste portugaise s'écroule déjà quasiment. Moitié du 17e, vous avez la société capverdienne esclavagiste qui s'écroule. Pourquoi? Parce que les bateaux ont déjà d'autres possibilités, s'émancipent de la taxe payée au roi du Portugal, il ne veut plus passer par là, et les bateaux sont beaucoup plus performants, avec des possibilités de navigation plus grandes, et ils réussissent à traverser directement en ne faisant plus escale au Cap-Vert. Parce qu'au Cap-Vert, on faisait relâche, on faisait du bois, ils prenaient de la nourriture, de l'eau, des agrumes, etc., pour pouvoir traverser. Alors ils ne passent plus par le Cap-Vert ne sert plus à rien. Et le Cap-Vert va, littéralement, la société esclavagiste du Cap-Vert s'écroule. Mais ils vont rester ensemble. À partir de la moitié du 17e, ils vont rester ensemble. C'est ça qui est incroyable, jusqu'à aujourd'hui. Et là va s'instituer une société absolument inédite, incroyable, dans un deuxième, je dirais, dans une deuxième période. Certes, il y a encore des esclaves, hein. Quand je dis que ça s'écroule, c'est le business qui passe par les îles. Mais les esclaves restent au Cap-Vert, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y en a plus. Il y en a jusque quasiment fin du 19e siècle. Voilà quelques idées rapides sur cette société étrange. Et le cœur du Cap-Vert, si on veut comprendre cette époque-là, est la plantation. C'est dans l'univers confiné de la plantation qu'on peut comprendre les interactions fines qu'il y a entre les maîtres esclaves, qui ne sont pas forcément des blancs, phénotypiquement parlant, c'est pas forcément des blancs, c'est des blancs, mais ça peut être des métis comme des noirs, qui se sont enrichis et qui sont considérés comme blancs parce qu'ils sont riches et ils sont maîtres de plantation. Et puis il y a les esclaves dans les plantations, il y a des religieux aussi qui sont autour. Et puis si on a, à l'époque c'est des grandes questions, si on a des esclaves qui arrivent, faut-il les convertir? Faut-il pas les convertir? Et pour les convertir, faut-il leur enseigner le catholicisme? Jusqu'où? Comment? Pour enseigner, il faut qu'ils parlent le portugais ou comment on fait? Et c'est dans cet univers-là que la conversion
et que la doctrine catholique va tout doucement se répandre, et en même temps, rapidement, la langue créole. La langue créole, c'est 10 ans, 15 ans. D'abord du pidgin et puis du créole. Très rapidement, en une génération, tout est joué en fait. Et donc ça va très vite. C'est là-dedans que ça se joue. Et alors, ce qui va se passer progressivement, c'est ce que je vais raconter dans l'ouvrage. Dans l'univers de la plantation, il y a une proximité beaucoup plus grande qu'on ne le croit. C'est ce que je vais découvrir au fur et à mesure que je lis, que j'essaye de comprendre. Il ne faut pas s'imaginer que ce n'est que violence. C'est violence au moment du rapt, essentiellement. Et à des moments particuliers. Mais tout de suite après, en fait, ce qui va se passer, c'est que la proximité aidant, il faut s'imaginer que ces plantations ne sont pas énormes. La famille des maîtres cohabite constamment avec les esclaves, avec les femmes et hommes, avec les enfants, etc. Donc il y a une véritable proximité. Et c'est là-dedans que la créolisation peut se jouer. Je peux raconter le processus. Ok. Alors quelques idées là-dessus, sur ces processus. Je pense qu'il faut penser à deux choses. Dans cette période, je dirais cette première période où l'esclavage est dominant, en fait, et le commerce de l'esclave au Cap-Vert. Vraiment dominant, hein, très important. De multiples esclaves sont passés par là. C'est pas quelques bateaux, hein, c'est énorme, en fait. On peut imaginer que Praia et le port qui était juste à côté, Ciudad Velha, était une véritable Babel. C'était vraiment le centre, à un moment donné, plurilinguistique mondial, à un moment donné. C'était un lieu déjà hyper globalisé dès le XVe siècle. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, c'est absolument incroyable quand on retrouve les archives. Et en fait, ce qui va se passer, moi je dirais, dans les plantations, deux choses. Première chose, constamment, il faut renouveler les esclaves. C'est-à-dire que certains décèdent, meurent, les hommes auxquels on a besoin. Des femmes meurent en couche, les mortalités sont importantes. Et donc, constamment, de nouveaux esclaves arrivent. Si de nouveaux esclaves arrivent, un système de pensée est constamment renouvelé. C'est-à-dire qu'on a, dans la plantation, constamment des jeunes esclaves, des jeunes ou moins jeunes, mais qui arrivent avec un système de pensée qui arrive d'Afrique. Et en même temps, dans la plantation, il y a des esclaves qui y sont et qui peuvent être esclaves nés sur place, on appelle dater, qui sont des esclaves qui sont nés au Cap-Vert, ou qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, et qui sont déjà constamment dans un mécanisme, on pourrait dire, d'assimilation qui n'en est pas une. C'est un mauvais terme, le mot assimilation. C'est une assimilation et en même temps une distanciation. Il y a vraiment les deux, en fait, il y a un jeu extraordinaire qui se joue. Et c'est dans l'entre-deux, on pourrait dire, d'esclaves qui, quelque part, sont déjà très bien intégrés dans la civilisation, dans la société créole capverdienne, et ces nouveaux esclaves qui arrivent, qui entretiennent ce que je vais appeler la construction d'un socle commun venu d'Afrique. Constamment, on va se construire, surtout dans les moments très particuliers de fête, les moments où on ne travaille pas, c'est-à-dire une journée par semaine, les esclaves doivent entretenir leur jardin, ils produisent eux-mêmes, hein, leurs vêtements, leur nourriture, etc. Il y a un jour pour travailler pour toi et le jour où on ne travaille pas, le jour du dimanche, qui est la fête catholique hebdomadaire. Et dans ces moments-là, cette pensée africaine est relayée, est reconstruite, est travaillée. Tous les esclaves viennent d'horizons différents, donc c'est pas, je dirais, c'est une culture complètement nouvelle en fait. C'est une Afrique complètement retravaillée de 20, 30, 40 civilisations africaines qui vont se croiser et vont s'inventer en fait un langage africain, transnationalité, si on veut, transnationalisé, commun, qui quelque part va rentrer en dialogue avec la culture du maître, des maîtres, et donc la culture catholique. L'histoire de l'insularité, d'abord tous ceux qui travaillent dans les peuples insulaires savent très bien que les formes de créolisation sont très variables, et elles sont très variables d'une île à l'autre. Donc pour moi ça ne m'étonne pas, même au Cap-Vert, je veux dire comme dans les Caraïbes ou ailleurs dans le monde, on a affaire à des formes de créolisation différentes, même dans l'archipel du Cap-Vert, d'une île à l'autre. Donc les deux îles historiques qui vont vivre longuement, presque pendant 2 siècles, l'histoire de l'esclavage, et simplement Fogo Brava et l'île de Santiago, qui sont les îles les plus proches
du continent africain. Donc lorsque les bateaux arrivaient, c'est d'abord vers ces îles-là. Et les autres îles vont être peuplées bien longtemps après. Et il y a des îles qui vont rester peu peuplées. Il faut attendre quasiment le 19e pour que ces îles-là soient peuplées. Et alors il y a deux autres îles, qui est San Nicolò et Saint-Anton, qui sont d'autres îles aussi volcaniques, qui sont assez hautes, hein, c'est des volcans, etc. Et là, on peut faire de l'agriculture. Et lorsque la société esclavagiste capverdienne va tout doucement s'effilocher, s'effondrer au niveau des grosses structures de la plantation esclavagiste, un autre système foncier apparaît, un autre rapport à la terre. C'est-à-dire que va apparaître des paysans sans terre. C'est-à-dire tu es affranchi, ok, tu n'es plus esclave, de toute façon, moi j'ai plus d'argent pour t'entretenir vu qu'il n'y a plus de commerce ici. Et donc je relâche mes esclaves. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils sont libres, mais ils n'ont pas de terre. Et donc ces gens vont essayer de trouver des terres. Donc ils vont immigrer dans les îles où il y avait des possibilités. Et donc on a une population qui s'installe d'agriculteurs, de paysans sortis, on pourrait dire, des jougs de la plantation, qui s'installent dans les autres îles, mais en même temps, il y a des formes de domination des gens qui ont de l'argent, qui vont s'installer, parce que pour pouvoir cultiver, il y a quand même une accumulation de bases qu'il faut mettre en œuvre, et donc bien souvent, va se reconstruire des formes multiples de domination, mais qui ne reposent pas forcément sur l'esclavage, mais petit à petit sur des rapports fonciers différents. Et donc un système plutôt basé sur le métayage, propriétaires fonciers et paysans sans terre qui ont besoin de louer de la terre à des conditions malheureusement très inégales. Et donc dans les îles peuplées plus tardivement, c'est un autre système qui va se créer, un système quasiment de dépendance, presque comme de l'esclavage. Je ne peux pas utiliser le mot esclave, ce n'est pas vrai. Mais ces paysans sans terre sont des gens qui sont endettés en permanence et qui sont redevables en permanence du maître propriétaire terrien, en fait. Et le métayage, c'est 50% de ce que tu produis pour le propriétaire et 50% pour toi, moins encore deux, trois choses qui doivent donner. Hein. Et donc, il se retrouve dans une situation d'endettement permanent. Et donc, le maître devient un type qui s'enrichit pas mal, souvent à la tête d'une assez grosse propriété, avec de multiples... On les appelle en portugais les parceiros. Parceiros, ça veut dire ceux qui divisent leur production en deux et qui sont quasiment des dépendants, des clients. Un clientélisme, le mot client, maître, est beaucoup mieux qu'utiliser le terme esclavage pour cette époque qui ne me semble pas juste en fait. Et donc oui, et va cohabiter sur les îles historiques où il y a eu l'esclavage, ces modes, dans ces îles historiques, on a les deux modes qui vont cohabiter. Hein. Oui, c'est très important à bien comprendre ces processus-là. Et c'est ça qui est passionnant à comprendre. Comment, quelque part, cette force de pensée africaine va rentrer en dialogue avec les maîtres qui ont la puissance, qui ont les armes, qui sont capables d'imposer un ordre, mais en même temps, ils vont réussir à travailler le catholicisme. Et ce qui va absolument me passionner, c'était comment, dans la doctrine catholique, progressivement, ils vont travailler, en fait, ce qu'est l'âme.